Une autre question justement pour la suite de cet entretien avec Madame Henriette Ekwe. Il y a des acteurs politiques qui félicitent déjà Issa Chiroma Bakary, parmi lesquels vous-même. Ils ont raison. Et on a eu l'un des candidats également à cette élection présidentielle, Ateki Seta Caxton, qui a félicité également Issa Chiroma Bakary. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les autres opposants, peut-être candidats à cette élection-là, puissent également aller vers ils auraient dû. Parce que tout le monde a vu les images. Ils auraient dû. Ils ont vu comment eux-mêmes avaient des petits 2%, des petits... Ce n'est même pas 2%, c'est une voix. Parfois, vous allez dans un grand centre, on est en train de faire le dépouillement. La bagarre, c'était Issa et l'autre. Tous les autres ont disparu. Les autres ont disparu, les Cabral Libye, de temps en temps, une voix, les autres soient aussi. C'était maintenant le duel, deux titans, face à face. Mais dans les deux titans, là, l'autre était carrément mort. Donc, on a vu ça. On a vu ça. On ne peut pas refaire. Est-ce qu'ils vont donc mettre leur gars? Parce qu'on a souvent étiqueté ces opposants comme étant des gens un peu de leur personne, qui ne pensent qu'à eux. Est-ce que finalement ils peuvent se dire, on s'est même peut-être trompé en n'ayant abandonné, c'est-à-dire le candidat du peuple. Est-ce qu'ils peuvent sortir, faire une déclaration? Ils pouvaient avoir le sursaut. À vous, où ils déclarent peut-être une victoire de Issa Chiroma Bakary. Non, non, ils ne peuvent pas. Grouper, non. Ils n'ont jamais été... Ah, je veux dire chacun, hein, individuellement. Oui. Mais chacun pouvait appeler Issa pour lui dire que vraiment, je vous félicite, puisque vous étiez en concurrence. Et qu'on a vu sur les tableaux que toute l'opposition là a disparu totalement. Toutes les voix allaient chez Issa. Et de temps en temps, une voix au RDPC, peut-être 10 voix, quand Issa est à 140, 150 voix. Donc ça, c'était pas sorcier. Tout le monde est resté devant son TikTok toute la nuit pour voir ce qui se passait. Et on a vu. Sans compter les gens qui appelaient. J'ai des amis qui étaient à Lubaba, il y en a d'autres qui étaient à Bonaberi, qui ont dit que Issa a tout écrasé, etc. On n'a pas inventé ça. Voilà. Donc, il faut que je recommande au Conseil constitutionnel d'entrer définitivement dans l'histoire. Le peuple camerounais a voulu tourner la page. Dire 43 ans, ça suffit. Il faut que le Conseil constitutionnel suive le peuple dans sa volonté de tourner la page. S'il résiste pour dire que vous avez voté comme ça, tant pis pour vous, nous on va fabriquer autre chose, un jour ils le paieront cher, très cher, parce qu'ils vont finir dans les poubelles de l'histoire. Ils ne pourraient plus jamais regarder le peuple en face, jamais plus. Voilà, on va sortir définitivement de cet entretien avec une dernière question, justement liée à l'organisation même du scrutin présidentiel. On a observé beaucoup d'irrégularités. Vous avez parlé des fraudes, justement, des fraudes d'ailleurs qui ont été dénoncées à travers les médias sociaux. On a vu des images où des gens ont été pris la main dans le sac. Lors de nos investigations, on a constaté qu'il y avait des gens qui ne retrouvaient pas leur bureau de vote. Bien sûr. Donc, on dénonçait le fait que les noms inscrits justement au niveau de l'entrée des bureaux de vote n'étaient pas dans l'ordre alphabétique. Il y en avait qui finalement sont découragés et ont abandonné, n'ont pas voté. C'est fait exprès. Vous savez, au début, lors des différents scrutins, on disait toujours il y a une irrégularité. Qu'est-ce que le président disait quand il sortait de sa salle, de son bureau de vote? Il disait oui, mais on est en train d'apprendre, ça va s'améliorer. Sauf que c'est des techniques de fraude qui ont été rodées. Et quand le ELECAM a vu qu'il y a eu des inscriptions massives sur les listes électorales, ils vont trouver un moyen. L'embrouille. L'embrouille, ça a toujours été la tactique du RDPC. Il ne faut pas oublier que tous les gars de l'ECAM sont des militants du RDPC. C'est pour ça que j'ai refusé d'entrer à l'ECAM, parce que j'ai dit que l'ECAM
c'est un comité de base du RDPC. Ah bon? Mais bien sûr, il travaille pour la victoire du RDPC et jamais pour l'opposition. Donc, si on est à 41 ans, ou que je ne sais pas combien d'années, sans possibilité d'alternative, c'est parce que les acteurs électoraux sont tous des agents du RDPC, du RDPC. C'est pour ça qu'on parle d'alternance. Et ils s'en accommodent bien parce qu'on leur donne des grades en fonction de la tricherie qu'ils organisent chaque année. Et la première des tricheries, c'est de mettre de l'embrouille dans la tête des citoyens. Tu te perds, tu ne sais plus. On t'avait dit que c'est ici. Maintenant, tu ne vois plus ton nom. Te voilà paniqué. Tu cherches. Il n'y a personne pour venir vous orienter. Il n'y a plus personne pour vous orienter. Et à la fin, vous vous découragez. Je vais vous dire, en 2002, pendant que les gens cherchaient à la mairie de Douala 2e, les cartes, il y avait tout un lot de cartes. Les gars qui cherchent, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les femmes du marché et les commerçants. On leur a dit, bon, il vaut mieux que vous vous inscriviez ici à la mairie de Douala 2e parce que avec ça, vous serez près de votre commerce, vous pouvez venir voter et tout. Quand on a pris tous ces noms, on a établi les cartes. On a pris les cartes, on a envoyé à Loum. Donc, pendant que les gens cherchaient, je te parle de 2002, hein, pendant que les gens cherchaient, mais je ne vois pas ma carte, hein, on t'appelle. On te dit, moi je suis à Loum, je vois ta carte ici. Qu'est-ce que ma carte fait à Loum? Et là, c'était des cartes qui étaient venues d'ailleurs. Donc, ça, c'est une des techniques d'embrouille du RDPC chaque fois qu'il y a des élections. Il faut désorienter le peuple. Il faut désorienter le citoyen pour qu'il renonce à son droit de vote. C'est une technique qui a été huilée par le RDPC et l'administration. Mais est-ce que les partis politiques ont suffisamment tiré les leçons de ces manœuvres-là? Parce que sur le terrain, par exemple, il y a ce qu'on a pu observer, il y avait certains bureaux de vote où les scrutateurs n'étaient pas présents. Scrutateurs des partis politiques de l'opposition. C'est vrai. Est-ce un problème de moyens? Est-ce que il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation? Non, c'est pas qu'il y a de sensibilisation. Le vote coûte cher. Tu comprends? Le vote est censitaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'argent ne se présentent pas. Donc, si tu veux être candidat, il faut que tu sois multimillionnaire. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un discours politique aux Américains en fonction des intérêts des Camerounais qui sont écrasés par le néocolonialisme. Quand j'ai fait ce discours, tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Et Hillary Clinton m'a appelé dans son bureau en tête-à-tête. Elle m'a dit, pourquoi tu ne te présentes pas? On est là. Je lui dis, oui, mais je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas me lancer dans une élection où il faut des millions. Donc, je voulais en venir à ce que on ne peut pas avoir des scrutateurs partout. Sinon, il te faut des milliards. Tu ne les as pas. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les opposants disaient se mettre ensemble, non? Oui, on peut. Donc, ce qui est important aussi, c'est que le gouvernement aussi fasse son travail pour sécuriser le vote de ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des scrutateurs. Parce que c'est pas parce que j'ai pas de scrutateur qu'on va m'arracher mon vote. Si tu es l'État neutre, tu dois garantir mon petit vote. Tu comprends? Donc, il ne faut pas s'en prendre aux partis politiques. Ils n'ont pas les moyens. Si tu comptes donc les, combien? 31 000. 31 464 bureaux de vote. Bureaux de vote. Tu vas trouver l'argent où? Tu vas trouver cet argent où? Déjà d'ici, tu ne peux pas arriver à Mulundu. Donc, tu te contentes de là où il y a une proximité. Et qui est aussi accessible parce qu'il y a les bureaux de vote. D'après l'information qu'on a eue, qui ne sont même pas connus. Hein. Voilà. Et maintenant, il y a aussi la fraude qui est organisée par le parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'on soustrait quelques-unes des bureaux de vote qu'on met
dans des maisons. Et quand les bureaux de vote sont dans des maisons, ça veut dire qu'on a tout le loisir de les bourrer. À ce moment-là, il faut être présent pour intercepter ces urnes qui sortent des maisons privées et faire tout un bruit pour que ces urnes n'aillent pas dans le décompte officiel. Voilà, il y a plusieurs moyens de torturer l'opposition. L'opposition n'a pas de moyens. Par exemple, si quelqu'un vient me dire Henriette, vraiment, on souhaiterait que tu sois candidate, je vais leur dire, bon, vous avez quel argent? Parce que moi, je veux battre campagne sur tout l'étendue du territoire. Je veux aller à Mulundu, je veux aller à Mukolo. Je n'ai pas d'argent. Je vais battre campagne avec quoi? Voilà. Voilà qui est bien dit, mesdames, messieurs. Et c'est ici que prend fin cet entretien spécial avec Madame Henriette Ekwe. Prenez justement rendez-vous toujours sur cette chaîne pour écouter le point de vue, les différents points de vue de Madame Henriette Ekwe, qui nous fait l'honneur justement de nous éclairer la lanterne sur les questions d'actualité. Et nous sommes encore en plein cœur de cette présidentielle. Tout à fait. On en parlera encore tout au long de la semaine. Merci justement et à très bientôt sur notre chaîne.